Nous sommes à un endroit qu'on appelle le Innere Steintor. Il s'agit de vestiges des fortifications de la ville datant de la guerre des 30 ans, qui eut lieu de 1618 à 1648. Les armoires au-dessus de la porte indiquent que celle-ci fut construite sous l'archevêque Paris Lodron. D'un point de vue stratégique, la porte de pierre représentait une partie très importante des fortifications de la ville, côté sud. L'Innere Steintor est aussi appelé Johannestor parce qu'à Salzbourg, on avait coutume de donner aux portes de la ville le nom de l'église la plus proche et juste derrière nous se trouve la Johanneskirche am Imberg, qui est d'un grand intérêt. Si vous êtes en assez bonne forme pour gravir les escaliers, qui sont à mi-chemin entre ici et Platzl, vous devriez certainement envisager de visiter cette église. Nous nous trouvons maintenant sur une surface ferme, ce qui ne fut pas toujours le cas. Il n'y a pas si longtemps, approximativement 150 ans en arrière, il y avait un pont-levis. La rivière Salzach coulait 9 mètres en contrebas, et pour conséquent, lorsque le pont-levis était relevé, personne ne pouvait avoir accès à la ville par l'autre rive. En regardant par là, nous pouvons voir l'endroit où le vieux pont-levis a été fixé sur le mur, au-dessus de la Salzach, à l'entrée sud de la ville. Le quartier s'étendant derrière nous, qui s'appelait Äußerer Stein, représentait ce qu'on pourrait appeler le premier faubourg vers le sud. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la porte de pierre, où les fortifications extérieures côté sud furent érigées. Les gardes qui surveillaient la porte de pierre étaient postés ici, au 23 Steingasse. L'entrée qui nous fait face donnait accès au logement des gardes. Les gardes vivaient et travaillaient ici. Ils pouvaient se rendre directement de leur logement aux tours de défense pour protéger la vie du côté sud. Toute personne entrant par cette porte pouvait être vue par les gardes à travers cette fente étroite. Pour les gardes, il était facile et tout à fait sans danger de protéger cette partie de la ville. L'archevêque comte Paris Lodron régna sur Salzbourg pendant les bouleversements de la guerre des 30 ans, qui, comme cela a été déjà mentionné, eut lieu de 1618 à 1648. Il protégea Salzbourg à un point tel que l'on pourrait faire une comparaison avec la Suisse d'aujourd'hui. La ville était considérée comme un lieu de refuge à l'intérieur de l'Europe. De nombreux aristocrates d'autres régions d'Europe vinrent à Salzbourg chercher un refuge soit pour leur famille ou eux-mêmes, soit pour les trésors de leur État. Telle était la confiance que Salzbourg suscitait en tant que lieu de refuge. Les maisons d'en face étaient occupées par les ateliers des artisans qui étaient de préférence situés à la périphérie de la ville. Au XVe siècle, cet endroit était imprégné d'une horrible odeur parce que ce genre d'artisanat n'était pas populaire au sein de la communauté. En conséquence, les artisans de cuir, les tanneurs et les teinturiers étaient toujours obligés d'installer leurs ateliers à la périphérie de la ville. Il y avait aussi une autre raison. C'est qu'ils utilisaient beaucoup d'eau et la rivière Salzach était proche, ce qui était très commode pour eux. L'odeur que leur activité provoquait n'était pas acceptable dans le centre-ville. On dit qu'il y avait toujours un courant d'air dans cet endroit et que le vent chassait une partie de la puanteur. Les maisons situées du côté qui faisait face à la montagne, dans lesquelles les apprentis et les ouvriers vivaient et travaillaient, étaient très humides. Les maîtres avaient des charmantes habitations sous les arcades de l'autre côté, que l'on appelle aujourd'hui Imbergstrasse. À l'arrière de ces maisons, on peut voir des énormes greniers qui étaient utilisés autrefois pour faire sécher les peaux ainsi que les tissus teints. Parfois, les tissus devaient subir plusieurs opérations de teinture afin d'atteindre le niveau de qualité recherché. Par exemple, la couleur plus difficile d'obtenir, c'est le noir. Il fallait d'abord teindre les tissus de blanc en bleu et ensuite en noir. Si le tissu avait été teint une seule fois en noir, il serait devenu gris. Teindre du tissu en noir était une opération coûteuse et longue. Bien sûr, les gens de l'autre société se devaient de montrer qu'ils pouvaient se payer des produits coûteux. C'est pour cette raison qu'ils portaient surtout des vêtements noirs. Comme cela a déjà été mentionné, le procédé en 2 étapes employé pour obtenir du tissu noir en le teignant d'abord en bleu et puis en noir était très long. L'application de la couleur bleue prenait 2 jours, ce qui était formidable pour les ouvriers et les apprentis parce qu'ils avaient ainsi un jour de congé. Devant la maison portant le numéro 9, nous pouvons voir une inscription en souvenir de Joseph Mohr. Ce nom ne signifie probablement rien pour vous. Ce que je comprends tout à fait, bien que je suis sûr que vous connaissez les chants qu'il écrivit. Mais avant que je vous en dise plus à ce sujet, je vais mettre les choses au point.
Cette inscription devrait en réalité se trouver sur la maison portant le numéro 31, qui se trouve légèrement plus au sud. Le destin de cette famille est tout à fait typique de leur temps. Anna, qui était la mère de Joseph Mohr, était originaire de Hallein, petite ville à quelques 15 kilomètres au sud de Salzbourg. Il n'avait que 15 ans lorsque son père mourut. Le droit pour une famille de vivre dans une maison dépendait souvent de la profession du père, qui dans ce cas précis travaillait à la mine de sel à Hallein. Après sa mort, la mère et la fille furent contraintes de quitter leur domicile. Elles s'installèrent au 31 Steingasse à Salzbourg, où la mère de Joseph essaya de gagner leur vie en tricotant. Le père de Joseph était soldat et disparut après la naissance de son fils. Joseph grandit aux côtés de sa mère dans une pauvreté extrême. Lorsqu'il eut atteint l'âge d'homme, il fut ordonné prêtre et s'installa à Oberndorf, à environ 20 km au nord de Salzbourg. En 1818, quelques jours avant Noël, Joseph Mohr s'aperçut que l'orgue de son église ne fonctionnait plus. Il fallait qu'il trouve rapidement une solution s'il voulait célébrer la fête de soir de Noël avec sa communauté. C'est ainsi qu'avec son ami et mentor Franz Xaver Gruber, il composa ce qui est sans doute la chant de Noël la plus célèbre qu'on a jamais écrit. Douce nuit, sainte nuit. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de pierre d'angle sur des maisons, mais peut-être pas autant dans un espace aussi restreint qu'ici dans Steingasse. Vous vous demandez sans doute à quoi elles servaient. Eh bien, elles servaient de chasse-roue, car jusqu'à il y a 150 ans, on ne voyait sur les routes que des voitures à chevaux. On peut donc comprendre que les propriétaires se soient fait de soucis pour leurs murs de briques. Imaginez quand une voiture prenait son tournant un peu trop serré, les grosses roues en bois cerclées de fer pouvaient considérablement endommager les murs. Ces pierres d'angle ne servaient donc pas seulement à protéger les maisons, car lorsqu'ils conduisaient le long de roues étroites, les cochers faisaient également plus attention afin de ne pas endommager leurs carrosses.